Est-ce que ça va? Oui? Oui. OK. Actuellement, je précise que pour que je puisse tout voir ce que j'ai mis, je ne vous vois pas. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, naturellement, n'hésitez pas à intervenir de façon verbale pour que je vous entende. Je suis aveugle au niveau des visages. Donc, merci à tous d'être là aujourd'hui. Le but de cette présentation, c'est d'essayer de voir une fois qu'on a finalement réussi à obtenir nos données, qu'on a passé toutes les enquêtes, qu'on a reçu notre login, notre password et qu'on s'assoit finalement devant un terminal au cas de risque, quelles seraient les premières étapes pour commencer à travailler et ne pas trop s'y perdre dans l'océan d'informations que l'on peut y retrouver. J'avais demandé pour aujourd'hui un bloc de 3 heures. Je ne crois pas qu'on va se rendre peut-être jusqu'au bout, mais je voulais être sûr qu'on ait le temps de parcourir un peu les différentes étapes de début de travail, puis aussi de pouvoir répondre à vos questions à la fin. Donc, c'est pour ça que j'avais demandé un bloc de 3 heures, et possiblement que la rencontre risque de durer moins que ça. Je sais qu'aujourd'hui, normalement, on se réunit le groupe des statisticiens ensemble et qu'il y a d'autres gens qui se sont ajoutés aujourd'hui, qui étaient intéressés par la présentation. Donc, d'abord, bienvenue à vous. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il va y avoir certains segments de présentation qui vont peut-être être un petit peu plus techniques. Donc, s'adresser peut-être plus aux gens qui vont vouloir programmer leurs analyses au cas de risque. Donc, je voulais juste vous avertir à l'avance. Donc, si vous avez des courriels à lire ou d'autres choses, je n'en serai pas offusqué. Alors, j'ai entendu un son. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Non? OK. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, dans un premier temps, on va revenir un petit peu sur le survol des banques de données médico-administratives. Donc, on avait fait ça, le groupe des statisticiens, à la dernière rencontre. Comme il y a des gens qui s'ajoutent aujourd'hui, on va passer de nouveau sur cette présentation-là, mais de façon très rapide. Ensuite, on va aller, dans un deuxième temps, explorer l'environnement au cas de risque. Par la suite, dans la section 3 de la présentation, on va faire l'exploration des variables, la documentation et voir aussi certaines façons de faire de la validation. Ensuite, en quatrième section de la présentation, on va voir des exemples de création de variables à partir des données médico-administratives. Et enfin, on va faire un bref survol des quelques types de biais possibles avec les analyses qui sont basées sur des données médico-administratives. Donc, je vous répète, si jamais vous avez des questions, je ne vois pas les mains levées ou les visages, mais intervenez de façon vocale, s'il vous plaît, et puis je pourrai répondre à ce moment-là à vos questions. Un premier avertissement en tout début de présentation. Donc, vous allez voir dans cette présentation. Oui. Marc, excuse-moi, c'est Sylvana. Je veux juste dire que le plan est, à mon sens, en plein dans le mille par rapport à ce que je pense qu'on a besoin de savoir. Donc, merci beaucoup, puis bonne présentation. Bien, c'est très gentil, Sylvana. J'espère que ce sera le même type de commentaire à la fin que maintenant, c'est-à-dire que ça a répondu. Donc, ça fait juste me montrer un peu la pression, mais ça fait partie de Marc et les filles, est-ce qu'il y a je pense qu'on peut avoir les gens, non? Quand on présente dans Teams, le visage des gens sur le côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux Teams? Il faut sélectionner peut-être participant, si tu le vois, Marc, participant. C'est plus agréable. OK, un petit instant. Je ne vais pas compliquer les choses, mais c'est plus agréable pour le présentateur. Oui, c'est ça. Là, actuellement, je ne vois que ma présentation. C'est encore pire, ça a enlevé même le petit... J'arrive. Ah, OK. Donc là, si je fais un escape là, je reviens ici. Enregistrement de... Je ne sais pas pour le présentateur, mais pour tous les autres, si vous pouvez appuyer sur le bouton en haut qui dit séparer. Et la présentation est séparée des têtes. Donc, si vous avez 2 écrans, par exemple, vous pouvez mettre la présentation sur un écran et les têtes sur un autre. Je pense que ça doit être peut-être pareil pour le présentateur, mais je ne suis pas certaine pour le présentateur. Vous voyez petit bouton séparé en haut? Dans Teams? Dans Teams, oui. En haut, dans la
dans la barre de tâches Non, du haut. malheureusement, j'ai une barre noire, il n'y a comme pas d'option. OK. Écoutez, excusez-moi, c'était pas pour compliquer. Je pensais qu'on aurait un Non, fixe rapide pour ça. Oui, non, je suis tellement nul dans ce type. Je suis vraiment désolé. C'est bon. OK, est-ce que là, de nouveau, vous me voyez en mode plein écran? Oui. Oui? OK, parfait. Donc, on va voir des données, je dirais, qui sont détaillées dans la présentation. Mon petit avertissement ici, c'est simplement pour indiquer que c'est moi qui ai inventé les données. Donc, même si ça a l'air très réel, puis ça semble provenir d'un vrai jeu de données, il ne faudrait jamais que ce soit le cas. Ce n'est pas le cas du tout ici, ça a été des données inventées. Donc, un survol des banques de données, ce qu'on avait vu lors de notre dernière rencontre pour le groupe des statisticiens, c'est que toute la population du Québec qui a une carte d'assurance maladie avec la RAMQ va générer éventuellement, au fur et à mesure des services qu'elle va recevoir, des données auxquelles on peut avoir accès au cas de risque pour faire nos analyses. Donc, au niveau de la RAMQ, on a des variables démographiques, mais c'est très peu qu'on peut nous fournir. Donc, il y a une banque de données qui nous fournit l'âge, le sexe, etc. On peut nous fournir aussi les services médicaux, donc toutes les visites médicales faites chez un médecin, mais qui va contenir aussi les visites en hôpital, donc dans les différents types de lieux. Dès qu'on sort sa carte d'assurance maladie de la RAMQ pour recevoir un soin, on va l'avoir dans cette banque-là. Il y a également les services pharmaceutiques, donc les médicaments, pour les gens qui sont assurés avec le REPAM, le Régime public d'assurance médicaments du Québec. C'est environ 46 % des gens qui étaient assurés au Québec avec le REPAM en juin 2020. On a également un fichier d'assurance médicaments qui nous permet de savoir est-ce que chacun des patients est assuré par le REPAM ou pas du tout. Et donc, quand on veut savoir, par exemple, si un patient qui ne reçoit pas de médicaments pendant une année donnée est en meilleure forme, ou bien c'est parce que plutôt il est en assurance privée, bien, avec le fichier d'assurance médicaments, on va pouvoir voir les périodes où il est couvert par le REPAM. On a aussi des fichiers qui nous proviennent du M3S, les hospitalisations, qu'on appelle aussi médicaux, où là, on va retrouver les dates, les durées, les diagnostics, les séjours aux soins intensifs, etc. Donc, notre source de données disponible. Les services en CLSC, les services aux urgences, BDCU, et également, on a d'autres données de M3S auxquelles on peut avoir accès, qui sont entre autres le registre des événements démographiques, quand on veut avoir la date de naissance précise avec le jour, la date de décès avec le jour du décès, avec les différents diagnostics qui ont été faits au moment de la date de décès. Donc, le RAID va nous donner ce type d'informations-là. On a également les indices de défavorisation qui avaient été implantés par M. Pampalon à l'INSPQ. On a aussi ce qu'on appelle le NIRU, qui nous est fourni par l'APR-DRG. Qu'est-ce que c'est le NIRU? Ça nous donne un petit peu l'intensité des hospitalisations. Donc, si jamais vous êtes intéressé à faire des analyses de coûts, pour 2 hospitalisations données qui auraient la même durée, il se peut que quelqu'un qui soit hospitalisé pendant 3 jours ait eu des interventions plus légères qu'un autre patient qui, lui aussi, a une durée d'hospitalisation de 3 jours. Et pour donc connaître un peu la lourdeur d'une hospitalisation, on nous fournit un indice NIRU qui est associé à un coût. Donc, à ce moment-là, on peut dériver les coûts pour faire des analyses en économie de la santé. On a également, très récemment, ça vient d'être ajouté, des données sur l'éducation et la formation, ministère de l'Éducation du Québec, ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça va du préscolaire jusqu'à l'université. Donc, ça, c'est une banque de données qu'on attendait depuis très longtemps et qui commence maintenant à être rendue disponible. Je vous parlais tantôt des services pharmaceutiques qui étaient uniquement pour 46 % des gens qui étaient assurés pour les services pharmaceutiques pour le gouvernement en juin 2020. Pour les autres, lorsque vous faites une étude qui inclut des gens qui sont également assurés dans le privé, vous pouvez faire appel à la banque Remède, qui est hébergée à l'Université de Montréal. Et donc, vous pouvez avoir les médicaments qui ont été dispensés avec des assureurs privés. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de compléter vos analyses avec des gens qui sont autant assurés dans le privé que ceux qui étaient assurés au niveau public.
Et enfin, à venir, donc c'est toujours pas disponible selon ce qu'on me dit à l'ISQ, là, ça devrait s'en venir assez bientôt, souhaitons-le en 2023, c'est des données au niveau du revenu, le niveau de revenu, donc par le ministère du Revenu du Québec, qui nous permettrait d'avoir des variables extrêmement utiles pour l'ajustement de nos analyses. Donc, ça, c'est les différentes banques de données qu'on avait vues à notre dernière rencontre, mais qui vous donnent un petit aperçu rapide de ce qu'on a disponible via le portail de l'ISQ lorsque vous faites une requête de données au Québec. Si on regarde maintenant l'environnement 4. Marc? Oui? Marc, j'ai une question. Alors, nous, on étudie beaucoup les inégalités sociales en santé et en éducation. Puis donc, j'ai 2 questions pour toi. L'indice de défavorisation qu'on retrouve dans les données du MES, est-ce que c'est au niveau du code postal ou au niveau de la personne? C'est au niveau de la plus petite unité géographique, je crois que ça s'appelle l'aire de diffusion, qui est encore un petit peu plus petite que les 3 premiers caractères du code postal. Et donc, dans un certain segment d'une rue donnée, on va avoir une aire de diffusion et là, on va obtenir le revenu médian, le niveau de scolarité médian, etc. Et là, ils vont pouvoir bâtir 2 indices. Il y a l'indice de défavorisation sociale, puis il y a l'indice de défavorisation matérielle. Donc, c'est pas parfait, c'est pas par individu, mais ça nous donne un peu une idée de ce que c'est le revenu moyen, c'est-à-dire la défavorisation moyenne des individus dans une aire de diffusion donnée. Ce qui va être vraiment intéressant, c'est quand on va pouvoir croiser ça avec maintenant ce qu'on obtient d'éducation et de la formation au niveau du ministère de l'Éducation du Québec et aussi éventuellement du niveau du revenu. Donc, pour le moment, tout ce qu'on avait, c'était l'indice de défavorisation de Pampalon pour essayer un petit peu d'ajuster nos résultats. Mais avec les données d'éducation et de revenus, on va avoir, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que ça va être par individu et non plus par aire de diffusion. Parfait, merci. L'autre question, c'est donc au niveau des données de l'éducation, est-ce que ça va remonter loin, tu penses, les données d'éducation, comme par exemple, là, si on s'intéresse si on construit une banque où il y a des enfants dedans, qui sont nés, je ne sais pas moi, dans les 10 dernières années, leurs parents, penses-tu qu'on va avoir leur niveau d'éducation? Moi, je n'ai pas eu beaucoup. J'ai pas eu beaucoup encore eu à travailler avec ces banques-là. Ce qu'on m'a indiqué, c'est que ça allait du préscolaire jusqu'à l'université au niveau de l'éducation et de la formation. Pour les individus qui font partie de la cohorte. Là, toi, tu me demandes pour les parents, par exemple, des enfants, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors là, il faudrait faire une demande spécifique lors d'une requête ISQ que non seulement on veut une cohorte d'enfants avec telle caractéristique, mais on aimerait associer à ces individus-là avoir leur père et leur mère avec telle variable, dont, entre autres, l'éducation et la formation. Oui, OK. OK. Très bien, merci. Là, j'essaie de baisser ma main, puis j'y arrive pas, fait que ignore ma main. Mais je ne la vois même pas, c'est ça qui est fantastique. Parfait. Je ne vois que ma présentation. Vraiment désolé là, de mon incompétence avec. Oui, OK, c'est bon. Donc, ça, on Attends, arrive à Marc, j'ai une question et je vois qu'il y a quelqu'un d'autre avec une question aussi. OK, parfait. Par rapport à cet indice de défavorisation, est-ce qu'on a chacun des composants qui est fourni ou est-ce que c'est juste pour l'indice de défavorisation matérielle et sociale, par exemple, il y a comme 3 composants qui sont dedans. Est-ce que nous, on est fourni avec l'indice composé ou est-ce que... Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu les sous-échelles de l'indice qui étaient fournis. C'était vraiment l'indice sous forme de centile, donc un score de 0 à 100, et sous forme de quintile. Ça marche. Merci beaucoup. Il y avait quelqu'un d'autre, je pense, avec une question. Oui, je voulais juste ajouter, effectivement, c'est l'indice. Dans l'indice, par contre, c'était pour répondre peut-être à la question de Sylvana, qui n'est pas par individu, mais qui est par dissemination area. Il y a le niveau moyen d'éducation de la household highest degree of. Ça, c'est un census. Donc, quand tu vas avoir l'indice, tu vas avoir comme un average household education and average household income, ça fait partie, mais c'est pas par enfant ou par patient. Oui, parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? Non, si j'entends rien, alors je continue.
Ça nous amène donc à notre section 2, l'environnement au CAD-RISC. Donc, comme je disais tantôt, vous avez réussi finalement à arriver au CAD-RISC. Alors ici, ça, c'est le CAD-RISC à l'Université de Montréal, celui au coin de Queen Mary et Côte-des-Neiges. Donc, ma présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment, je m'assois pour la première fois à une des tables, je rentre mon login et mon password, qu'est-ce que je fais, à quoi ai-je affaire? Donc, la première chose que je vous recommande, une fois que vous avez mis votre login password puis que par miracle, ça fonctionne du premier coup, c'est que vous allez dans l'explorateur de fichiers. Et à ce moment-là, il y a différents répertoires. Il y en a un qui c'est le répertoire U. Et dans le U, il va y avoir un sous-répertoire qui est le numéro associé à votre projet. Donc, depuis que vous faites affaire avec l'ISQ, il y a un numéro que l'ISQ a donné à votre requête, à votre devis, à votre projet. C'est ce numéro-là qui va apparaître ici. À l'intérieur de ce numéro-là, vous allez avoir 3 sous-répertoires. Le sous-répertoire bande de données, le sous-répertoire transit et le sous-répertoire travail. Dans le sous-répertoire BD, il y a encore 2 autres sous-répertoires. Il y en a un qui contient toutes vos données et l'autre qui contient la documentation associée à vos données. Et là, la documentation, il peut en avoir beaucoup. Donc, ma recommandation, ça va être de faire une copie de la documentation et des données éventuellement dans votre répertoire à vous qui s'appelle le répertoire travail, parce que pourquoi? Dans le répertoire BD, vous avez un droit de lecture, mais vous ne pouvez pas modifier ou commencer à créer un autre répertoire pour mettre, par exemple, vos résultats d'analyse, faire votre codification. Ça ne vous est pas permis. Mais il y a d'autres répertoires dans lesquels vous pouvez travailler. Le répertoire transit, c'est le répertoire où vous allez pouvoir déposer des résultats que vous voudriez éventuellement faire sortir du CAD-RISC pour des raisons de publication, diffusion, etc. Donc, c'est dans le répertoire transit que vous pouvez éventuellement aller, par exemple, dans le sous-répertoire sortir. Et là, à ce moment-là, pour les gens de l'ISQ, c'est facile d'aller identifier les fichiers de résultats qu'eux doivent valider et éventuellement vous transmettre par courriel pour que ce soit sorti du CAD-RISC et que vous ayez accès à vos résultats pour publication ou autre type d'analyse que vous devez diffuser. Dans Transit, il y a aussi le répertoire dépôt. Donc, si par exemple, avant de commencer votre projet au CAD-RISC, il y a des fichiers importants que vous voulez qu'ils soient présents sur le serveur au CAD-RISC, vous pouvez écrire par courriel à l'ISQ, attacher à votre courriel les différents fichiers et à ce moment-là, leur faire la demande que ce soit déposé sur le serveur, de telle sorte que quand vous arrivez au CAD-RISC, non seulement vous avez les données de documentation du répertoire BD, mais dans Transit et dans Dépôt, vous allez voir les fichiers qui auront été déposés par un analyste de l'ISQ qui, lui, aura autorisé ce dépôt-là. Donc, il va s'assurer qu'avant de les déposer, il va passer à travers vos fichiers pour s'assurer que tout est correct. Il va les déposer à cet endroit-là. Donc, ça vous permet, entre autres, de faire déposer tous vos fichiers de codification, que ce soit en SAS, en R ou ce que vous voulez, pour ne pas avoir à tout reprogrammer une fois sur place. Finalement, on arrive au sous-répertoire travail, qui est vraiment l'endroit où vous pouvez travailler. Donc là, vous avez le droit de copier, de modifier, d'éliminer des fichiers. Donc, quand vous allez arriver dans ce répertoire travail, il y a deux sous-répertoires. Il y en a un qui s'appelle commun. Dans le répertoire commun, c'est un répertoire que vos collègues qui sont dans le même numéro de projet que vous ont accès autant que vous. Donc, si vous travaillez avec 1 ou 2 collègues, par exemple, et que vous voulez que tout le monde ait accès à vos résultats, votre codification, et que vous voulez aussi également avoir accès à leur codification, résultats ou autres, c'est dans commun que ça peut se faire. Le répertoire à la fin, c'est le répertoire, bon, là, je l'ai appelé ABCDE, là, peu importe. Normalement, il porte votre nom de famille avec la première lettre de votre prénom, avec d'autres chiffres. Et ça, c'est un répertoire qui est propre à vous. Il n'y a personne d'autre qui peut y avoir accès. Donc, à ce moment-là, si vous faites des choses dans ce répertoire-là, puis que vous voulez que les autres y aient accès, c'est impossible. Il faut vraiment que ça soit fait dans commun. Pour la section 2, est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est parfait. On arrive à notre 3e section, c'est l'exploration des variables de la documentation de la validation. Donc, vous avez fait une copie
de tout ce qui était dans BD, donc données de documentation, moi, je vous recommande d'aller copier au complet intégralement ça dans Travail. Ça sera plus facile que d'avoir à sauter régulièrement de Travail à BD. Une fois que vous avez fait ça, là, vous êtes prêt maintenant à regarder un petit peu les fichiers qu'on vous a fournis. Moi, la première étape que je vous recommanderais, c'est d'abord de bien lire, bien prendre connaissance du fichier qui s'appelle devis. Donc, c'est un fichier que vous connaissez déjà pour ceux qui ont fait une requête, parce qu'au fur et à mesure que votre projet a avancé au niveau de l'ISQ, ils vous ont produit un fichier de devis que vous avez dû éventuellement approuver d'une façon finale à la fin avant qu'eux se mettent à extraire vos données, les déposent à l'ISQ. Donc, ce fichier-là, devis, l'ISQ en met également une copie disponible dans la documentation sur le serveur. Il se peut des fois que cette copie-là soit légèrement différente de la copie finale que vous aviez eue au moment où vous avez eu votre entente finale avec l'ISQ pour l'extraction. Donc, moi, je vous recommande vivement de prendre connaissance de cette version-là déposée par l'ISQ. Si jamais il y a eu des petits changements, vous ne les aurez pas eus nécessairement par courriel par l'ISQ auparavant. Et en lisant ce fichier-là, ça vous donne aussi toutes les conditions qui ont été demandées pour sélectionner les individus, c'est quoi les variables qu'on a demandées, pour quelle période de temps on veut l'extraction. Donc, à ce moment-là, ce fichier-là de vie, c'est un peu une bible pour vous. Vous retrouvez vraiment tout là-dedans. La deuxième étape que je recommande, c'est qu'il y a un fichier Excel produit par l'ISQ. Là, je n'ai pas mis le nom ici parce que j'ai remarqué que l'ISQ, d'un projet à l'autre, modifie le nom, mais sachez qu'il vous fournit un fichier qui donne le nombre de lignes de chacun des fichiers de banque de données qu'il vous fournit. Par exemple, les services pharmaceutiques, par exemple, il y a 1 100 000 lignes dans le fichier de services pharmaceutiques. Bien, vous, quand vous allez ouvrir ce fameux fichier-là de services pharmaceutiques, il faut que vous retrouviez les 1 100 000 lignes. Si vous n'arrivez pas au même nombre que ce qui est mentionné dans le fichier Excel, bien, ça fait déjà des questions à poser à l'ISQ. Donc, ce fichier-là vous permet vraiment de savoir est-ce que la liste que j'ai dans le fichier Excel produit par l'ISQ, est-ce que c'est exactement la même liste que je retrouve dans mes banques de données? Et quand je les ouvre, est-ce que le nombre de lignes correspond exactement au nombre de lignes dans Excel? Donc, c'est une autre façon de valider. Et aussi, dans ce fichier Excel-là, non seulement on vous fournit le nombre de lignes que contient chacun des fichiers de données, mais on vous fournit aussi le nombre d'individus qui ont contribué à ce nombre de lignes-là, donc nombre d'individus distincts. Donc, il se peut que dans un fichier, dans un projet, par exemple, j'ai 1000 individus, mais qui ont généré 300 000 lignes de services médicaux. Bien, à ce moment-là, dans le fichier Excel, il va y avoir une colonne qui dit le nombre d'individus et une autre colonne qui donne le nombre de lignes ou le nombre de services médicaux, dans le cas des services médicaux. Troisième étape que je vous recommande, ça c'est un test que moi je fais maison, mais qui m'a servi à de multiples reprises, c'est de faire déposer au CADRISC votre requête que vous avez faite sur le portail de l'ISQ. En général, vous pouvez télécharger l'entièreté de la requête et la mettre sous format PDF. Donc, la requête, c'est vraiment vous, quand vous avez fait une demande auprès de l'ISQ, ce que vous avez demandé. Et donc, quand vous avez ce fichier-là, qui souvent on peut avoir en format PDF, et que vous le faites déposer au CADRISC, vous pouvez avoir donc votre requête, ce que vous avez demandé, le devis, c'est-à-dire ce qu'eux vous ont fourni, et pouvoir vraiment comparer pour s'assurer en détail que ce que vous avez demandé, c'est ce qu'on vous a livré, et que les données à la fin, les différentes banques de données, correspondent à ce qui avait été demandé et ce qui est dans le devis. Quand les trois s'alignent, à ce moment-là, vous savez que là, vous commencez à travailler sur une maison dont le béton au niveau du sol est solide et ferme. On peut commencer à mettre les murs, mais s'il y a quelque chose qui cloche là, vous devez tout de suite faire corriger le tir en faisant affaire avec l'ISQ pour être sûr que tout s'aligne, parce que sinon, toutes vos analyses, après, ça peut s'effondrer comme un château de cartes si ça n'avait pas été vérifié. Ça, je crois, oui, ça c'est ce que je viens de dire. Oui, je voulais vous dire aussi que la présentation d'aujourd'hui, non seulement est enregistrée, mais il y a une version PDF que je vais transmettre à Camille et qu'elle pourra vous envoyer sur demande. Est-ce qu'il y avait des questions
jusqu'à présent ou je commence avec mon exemple sur le FIPA? J'entends rien, donc je présume pas de questions. Donc, on va regarder quelques fichiers possibles que vous pourriez avoir lorsque vous allez débuter votre travail au Cadrisc. Le premier, qui est le plus populaire, dans le sens que à peu près chacun des projets en général a ce fichier-là, c'est le fichier d'information sur la personne assurée. C'est un fichier qui, en général, contient très peu de variables. Donc, ici, je vous ai donné un exemple un peu, puis vous avez probablement, pour ceux qui ont déjà vu le devis produit par l'ISQ, vous avez vu ce genre de présentation-là. Donc, le fichier FIPA, qui est le fichier d'information personne assurée, lorsque je vais le lire dans le devis, il m'est présenté sous cette forme. Et ce qui est intéressant que l'ISQ a ajouté dans les derniers devis que j'ai vus au Cadrisc, c'est qu'on va vous donner le nom du fichier de données qui contiennent ces variables-là. Donc, je vais retrouver dans le répertoire BD le fichier RAMQ _ FIPA _ 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, ce fichier-là va contenir les variables que je vois ci-dessous. Ce que je veux vous dire ici, c'est que vous allez voir qu'avec l'ISQ, tous les fichiers de données qui vous ont fournis sont en format SAS. Ça, l'ISQ, comme Statistique Canada, travaille par défaut toujours avec SAS. Mais si vous codez en R, en Stata, en S+, ou M+, ou Dieu sais-je, à ce moment-là, ils ont un logiciel sur place que vous pouvez utiliser qui s'appelle StatTransfer, je crois, pour transformer le fichier de format SAS dans le format avec lequel vous voulez travailler. Pour les fins de présentation aujourd'hui, je vais vous présenter les choses en format SAS, mais ne soyez pas trop apeurés, là. On va y aller doucement. Le but n'est pas de faire un cours SAS, mais juste vous montrer un petit peu la logique sur la façon dont les données sont présentées au Cadrisc. Donc, dans le fichier devis, quand je vais voir un fichier de données propre comme le RAMQ FIPA, on va me lister les différentes variables qui sont incluses dans ce fichier-là, dans le même ordre qu'elles sont présentées dans le fichier de données. Pour chacune des variables, on va aussi me donner le nom de la variable dans le fichier de données. Donc, ça, auparavant, on ne l'avait pas. Là, c'est bien pratique. On est capable de savoir tout de suite comment s'appelle la variable. Ensuite, on a une brève description de ce que c'est la variable et de son format. Donc, à quoi ça ressemble quand on ouvre ça, par exemple, avec SAS? C'est qu'on va retrouver vraiment les 4 variables qu'on a vues précédemment dans le fichier de devis, mais cette fois-ci, c'est le fameux fichier RAMQ FIPA 1, 2, 3, 4, 5 qu'on voyait qui était décrit dans le devis, mais ici, il a le format SAS. Donc, je peux retrouver, par exemple, ici, pour les 10 premiers individus, leur date de naissance. En général, la RAMQ ne fournit pas le jour, sauf si on a demandé spécifiquement de l'avoir, auquel cas, ça sera dans un fichier qui est fourni par le registre des événements démographiques, le RED. On a le sexe et la date de décès lorsque ça s'applique. Alors, une fois que j'ai ouvert mon fichier et que j'ai regardé un petit peu à quoi il ressemble, qu'est-ce que je pourrais faire comme petite validation de base pour m'assurer qu'il n'y a pas, je dirais, d'erreur grossière dedans? Bien, une première chose qu'on peut faire, c'est s'assurer que le nombre d'observations présentes dans le fichier correspond à celui indiqué par l'ISQ dans son fichier Excel. Donc, ça, on en avait déjà parlé un peu plus tôt. On peut également inspecter la distribution des mois et années de naissance et de décès pour s'assurer qu'il n'y a pas de valeur aberrante ou suspecte. Donc, par exemple, quelqu'un qui serait né le 13e ou le 14e mois d'une année, là, on saurait qu'il y a peut-être eu une erreur d'entrée de données quelque part. Donc, là, on peut revenir au niveau de l'ISQ. Ou si on trouve un 32 janvier, des choses comme ça, c'est des types d'erreurs qui sont très, 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 très rares, mais qui me sont quelquefois arrivées dans le cadre de mes projets. On peut faire aussi le même exercice avec la distribution de la variable sexe, donc s'assurer que tout le monde a été codé, par exemple, par F et M en majuscules, parce qu'on a déjà retrouvé des F minuscules, des M minuscules, donc il peut y avoir des mélanges comme ça. Donc, c'est des petites validations de base, mais qui peuvent être payantes avant de se lancer dans nos grandes analyses. On peut aussi, comme troisième type de validation, s'assurer que l'étendue des dates de naissance et de décès cadre bien avec ce qui avait été indiqué dans la requête de l'ISQ. Ce que je veux dire avec ça, c'est que ça m'est déjà arrivé, moi, dans des projets, que les données devaient partir, par exemple, du 1er janvier 2010 jusqu'à la date de plus récente, et que j'avais quelqu'un dont la date de décès se situait en 2008.
Donc là, je retournais auprès de l'ISQ pour savoir pourquoi on m'avait donné une date de décès antérieure. Eux, ça leur permet de faire des validations puis voir est-ce qu'il n'y aurait pas eu, dans les conditions d'extraction, certaines erreurs. Donc, c'est des petites validations très basiques, mais qui sont payantes à la longue. Quand on passe à travers ça puis que tout est beau, on sait qu'on peut construire par-dessus après. Les services médicaux, si on regarde ça un petit peu, comment ça se présente au niveau du devis. Encore une fois, on va vous indiquer dans le devis, et là, pour les services médicaux, en général, on a 20 à 30 variables qui peuvent être possibles. Ici, j'en ai illustré 8 dans le cadre de la présentation, mais c'est un peu comme ce qu'on a vu tantôt pour le fichier d'information sur les personnes assurées. C'est qu'on va vous décrire chacune des variables, ce qu'elles représentent un peu, son domaine de valeur. Donc, quand il y a une variable qui va prendre une valeur codée, donc il n'y aura pas une valeur qui ne va pas nous donner un sens, mais qui est plutôt un code, on va nous indiquer dans quel fichier de référence on peut aller voir ce que signifie ce code-là. Par exemple, ici, j'ai la classe du professionnel qui peut prendre une valeur alphanumérique. Cette valeur-là peut peut-être prendre la valeur, je ne sais pas moi, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ça ne veut rien dire pour moi, mais je sais que si je vais voir son domaine de valeur qui est dans le fichier 10 classprof.xls, donc un fichier Excel. Là, je vais avoir la correspondance de chacune de ces valeurs-là. Ces fichiers-là de domaine de valeur vous sont fournis dans le répertoire documentation de BD. Donc, en général, vous avez vraiment tout sur place pour pouvoir comprendre un peu à quoi correspondent les différentes variables de votre fichier. Donc, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, toujours en format SAS, ce fichier-là. Encore une fois, on a notre numéro d'individu qui est notre première colonne, mais ici, par exemple, notre individu numéro 1 se répète sur plusieurs lignes parce qu'il aura eu plusieurs services médicaux à des dates qui peuvent être différentes. Des fois, ça peut être la même date, mais qu'il a vu 2 médecins le même jour. Et donc, on va vous donner les différentes variables associées à chacune de ces visites-là, comme le code DAC, le diagnostic, dans quel type d'établissement ou secteur d'activité le patient ou l'individu a reçu ses soins. On revient à notre exemple de classe du dispensateur de soins. Ici, par exemple, on a la classe numéro 1 qui ne veut absolument rien dire pour nous, mais si on va dans le fichier Excel dont je parlais tantôt, le fichier de dispensateur de classe professionnelle, à ce moment-là, on s'aperçoit que le code de classe numéro 1, c'est un médecin omnipraticien au Québec. Donc, à ce moment-là, avec les différents fichiers Excel, on peut vraiment retrouver la signification des différentes variables utilisant des codes chiffrés. Alors, des exemples, encore une fois, de validation avec les services médicaux, bien, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait fait avec le FIPA. D'abord, on peut s'assurer que le nombre d'observations dans le fichier correspond vraiment à celui qui était présenté dans le fichier de l'ISQ, son fichier Excel. On peut encore une fois inspecter la distribution des dates pour s'assurer qu'il n'y a pas de valeur aberrante. Si, par exemple, on avait demandé les données jusqu'au 31 décembre 2022 et on s'aperçoit que toutes nos données s'arrêtent au 30 novembre 2022, on voit qu'il nous manque un mois. Bien là, on revient au niveau de l'ISQ. Pourquoi il y a un mois qui nous manque? Et encore une fois, ça peut être une erreur de programmation faite de leur côté. Donc, à ce moment-là, ils corrigent le tout. C'est rien de très compliqué, mais c'est des petites choses de base qui valent la peine d'être faites dès le début. S'assurer, par exemple, que l'étendue des dates de services médicaux cadre bien avec ce qui avait été indiqué dans la requête à l'ISQ. Donc, c'est un peu ce que je viens de dire auparavant. Est-ce qu'il y avait des questions jusqu'ici? Non, à moins que tout le monde fasse déjà dodo, mais je vais quand même continuer. Maintenant, les services médicaux pour lesquels on a également les diagnostics, il y a encore quelques années… Marc, je m'excuse, je vais représenter les gens qui ne font pas dodo, puis je pense que personne qui fait dodo, c'est vraiment, vraiment, vraiment pertinent. Mais je veux juste… Donc, déjà, tu nous as montré 2 fichiers, un qui avait… une ligne par patient, puis une autre qui avait une ligne par service. Oui. Puis, je présume que tu vas nous dire comment on peut faire, Absolument. comment on peut manipuler les fichiers pour qu'ils soient tous organisés comme on veut. Hein? Tout à fait, tout à fait. OK, d'accord. OK, c'est bon, merci. Merci à toi. Auparavant, il y a quelques années, les services médicaux, parmi les variables, il y avait la variable diagnostic qui faisait carrément partie du fichier principal des services médicaux.
Il y a quelques années, la RAMQ, avec les médecins, il y a une entente et puis la façon de facturer a changé. Et ça fait en sorte que maintenant, les services médicaux, il peut y avoir plus d'un diagnostic par service médical qui soit présent d'une façon informatisée, ce qui est tout à fait nouveau. Auparavant, on avait le droit juste à un diagnostic par service médical, ce qui fait qu'un patient qui a plusieurs maladies, plusieurs morbidités, quand il voyait le médecin et que le médecin, après ça, sa secrétaire facturait à la RAMQ, facturait pour une des maladies. Donc, on était un petit peu limité dans la quantité d'informations. Là, maintenant, depuis à peu près, je dirais peut-être 3-4 ans maximum, le fichier des diagnostics pour les services médicaux nous arrive à part. Et donc, on peut avoir plus d'un diagnostic. Donc, au début, on était très enthousiaste. On s'est aperçu avec le temps que la grande majorité des services médicaux n'ont qu'un seul diagnostic encore, malgré tout. Quelques-uns peuvent en avoir 2 ou 3, mais c'est une minorité. Mais la façon dont ça se présente, c'est que dans le fichier des services médicaux, on va vous donner le numéro, pas le numéro de l'individu, mais le numéro banalisé de la facture. Donc, vous pouvez, pour la facture, le numéro banalisé de facture qui était dans le fichier des services médicaux de base, associer le numéro de facture banalisé des diagnostics services médicaux pour savoir quels ont été les diagnostics faits pour une visite médicale donnée. Et naturellement, on va vous donner le code de diagnostic. Donc, c'est un fichier avec seulement 3 variables, assez simple. Je vais faire un petit aparté ici. Il m'est arrivé dernièrement, dans le cadre d'un projet, de découvrir que dans mes codes de diagnostic, et on a toujours dit que de façon classique, dans les services médicaux, c'est uniquement le code ICD-9, le CIM-9 qui est utilisé. Mais dans un projet sur lequel j'ai commencé à travailler il y a quelques semaines, dans le fichier de services médicaux, au niveau des diagnostics, j'avais du CIM-9, mais aussi du CIM-10, du ICD-10. J'ai vu un mélange des deux. J'ai contacté quelqu'un auprès de la RAMQ qui m'a rassuré. Oui, avec la nouvelle façon de facturer maintenant, vous pouvez avoir autant du ICD-9 que du ICD-10. J'ai remarqué qu'une majorité de mes codes de diagnostic étaient ICD-9, mais je voulais vous aviser qu'il faut faire gaffe parce que si vous avez construit une définition de variable et vous avez dit, ben là, je suis dans les services médicaux, donc je ne ferai que les codes ICD-9, bien, vous pourriez louper pour différents patients cette variable-là parce que finalement, ces patients-là avaient eu leur code en ICD-10. Donc, j'ai avisé, moi, l'ISQ parce que l'ISQ, dans son devis jusqu'à dernièrement, indique ceci, c'est que le répertoire des diagnostics est en CIM-9. Mais en fait, dans mon projet que j'ai commencé il y a quelques semaines, c'est CIM-9 et CIM-10. Donc, si on a fait le travail que je vous proposais de faire tantôt, qui est de regarder la distribution des variables au complet, vous l'auriez de toute façon découvert. Vous auriez vu qu'il y a eu du CIM-9 et ensuite du CIM-10 en regardant toutes les valeurs possibles que prend la variable. Donc, ça, c'est pour ça que ça vaut la peine de vraiment prendre le temps de regarder la distribution. Donc, je ferme mon aparté ici. Donc, est-ce que je peux te poser une question là-dessus? Désolée. Non, il n'y a pas de souci. C'est Nazar Méliatis. J'ai une question. Quand est-ce que la RAMQ a commencé à utiliser exclusivement du CIM-10? Là, actuellement, le CIM-10, c'est exclusif, par exemple, pour les hospitalisations dans Medeco depuis le 1er avril 2006. Pour ce qui est des services médicaux, je n'ai pas de date précise. Je sais la chose suivante, c'est qu'à peu près, depuis 3-4 ans, les diagnostics arrivent dans un fichier séparé. Donc, ça, c'était nouveau. Et que dans un projet récent que j'ai commencé en janvier dernier au CADRISC, là, j'ai vu qu'il y avait un mélange de CIM-9 et de CIM-10. Mais je serais bien en peine de pouvoir donner une date depuis combien de temps le CIM-9 et le CIM-10 se mélangent. Pour moi, c'était nouveau, alors que ça fait peut-être 3-4 ans que je travaillais avec les diagnostics à part des services médicaux du fichier de base, mais dans lequel je ne retrouvais pas jusqu'à présent des codes en ICD-10. OK, parfait, merci. Et puis pour le BDCU, c'est les urgences.
Oui. C'est pas des SIM, c'est ça? C'est des codes diagnostiques un peu différents? Ah oui, ils ont un code C'est maison. un petit différent, mais pour Ah, les tout à urgences. fait. Donc, il faut OK. vraiment aller lire ces codes-là. Encore une fois, c'est chiffré, donc il faut aller dans le fichier Excel, faire un repérage sur les types de maladies ou d'interventions qui nous intéressent aux urgences, voir quel numéro est associé et après, on peut aller travailler dans le fichier de données en sélectionnant ces numéros-là. Parfait, merci. Ensuite, si on regarde un peu les périodes d'admissibilité au niveau de l'assurance médicaments, donc, c'est un fichier qui est relativement simple. C'est un fichier qui va vous donner, grosso modo, quel est le code de plan de l'individu. Donc, quand l'individu est assuré par le REPAM, donc par la RAMQ ou le régime public d'assurance médicaments, c'est sous quelles conditions qu'il est assuré. Est-ce que c'est parce que, par exemple, c'est une personne de 65 ans ou plus, ou est-ce que c'est un adulte de 18 à 65? Est-ce que la personne, par exemple, reçoit des suppléments de revenus garantis, etc. Donc, il y a toute une série de codes de plan. Mais ce qui va surtout vous intéresser en général, c'est les périodes de début d'admissibilité et de fin d'admissibilité. Donc, si j'ai un patient X qui ne reçoit pas de médicaments pendant une année donnée, est-ce que c'est parce qu'il va bien ou est-ce que c'est parce que simplement il est rendu au privé et n'est plus dans le public? Donc, à ce moment-là, ce fichier-là pour vous est essentiel. Donc, grosso modo, ça vous donne pour un individu donné son code de programme, son code de plan, la date de début d'admission puis la date de fin d'admission. On ne vous donne pas le jour précis. En parlant avec des gens à la RAMQ, quand j'ai commencé à travailler avec ça il y a un peu plus de 20 ans, ce qu'on m'a indiqué, c'est que la façon dont on fonctionne au REPAM, c'est que quand la personne est assurée, elle est assurée pour le mois complet. Même si pendant le mois, par exemple, elle commence à être assurée, je ne sais pas moi, à la mi-janvier par un assureur privé, au niveau REPAM, elle est au complet au mois de janvier avec eux au niveau de l'admissibilité. Donc, si je regarde pour mon individu numéro 1, dans ce fichier-là, il apparaît sur 3 lignes. Et donc, d'une ligne à l'autre, son code de programme ou son code de plan peut changer. Mais en général, ce qui nous intéresse, c'est les périodes pendant lesquelles il est assuré par le REPAM, parce que c'est les périodes pendant lesquelles on pourra évaluer les médicaments qu'il a reçus. Donc ici, par exemple, on voit que le patient numéro 1 a été assuré de mars 2011 à janvier 2014. À la ligne suivante, on voit qu'il recommence au niveau du REPAM en octobre 2014. Donc, je sais que du mois de février jusqu'au mois de septembre, ce patient-là, il est totalement absent de ma banque de données. Donc, je ne pourrais pas analyser finalement ce qu'il a pris comme type de médicament. Mais à partir d'octobre 2014 jusqu'au mois d'août 2020, il est assuré par le REPAM. Là, ensuite, ça saute à une autre ligne. Et là, je vois que, ah ben, c'est bizarre, tiens, il recommence au mois d'août 2020 pour aller, par exemple, jusqu'en décembre 2022. Donc, pourquoi il est sur 2 lignes? Simplement parce qu'ici, il a changé de code de plan. Donc, je vous rappelle que les fichiers de la RAMQ ne sont pas des fichiers de recherche, ce sont des fichiers administratifs. Donc, il y a des trucs, des fois, qui pour nous ne sont pas intéressants ou ne font pas de sens, mais pour eux, ça fait beaucoup de sens. Donc, vous, quand vous faites votre codification dans votre langage préféré pour faire vos analyses, vous devez éventuellement connecter des lignes comme celle-ci pour dire, bien, finalement, il était assuré d'octobre 2014 jusqu'à décembre 2022. Le saut qu'il y a eu entre les 2 lignes n'était pas un trou dans sa couverture, c'était simplement une modification de son code de plan. Est-ce qu'on a des questions sur le fichier d'admissibilité? Oui, c'est super intéressant et c'est bien complexe là. Donc, si on se retrouve dans ces cas figures-là, est-ce que, par exemple, entre le mois de janvier et le mois d'octobre de 2014, on devrait considérer qu'il n'a pas d'assurance ou qu'il ne prend pas de Il est médicaments? probablement passé au privé. OK. Donc, ça se peut que cet individu-là se soit trouvé un emploi. L'autre possibilité, surtout si on est chez les enfants en général, c'est que le père ou la mère a perdu les assurances, perdu l'emploi. Donc, l'enfant, automatiquement, malheureusement, n'a plus. Ou la personne peut être déménagée à l'extérieur du Québec. Donc, OK. s'en va vivre aux États-Unis et revient éventuellement. OK. D'autres questions? Non? Parfait.
Si maintenant qu'on s'est assuré que nos patients ont l'admissibilité, on va du côté des médicaments. Le fichier des services pharmaceutiques va vous fournir une foule de variables avec plein d'informations disponibles. Vous n'avez pas nécessairement besoin de tout, mais grosso modo, on va vous donner la date à laquelle le médicament a été dispensé, on va vous donner le DIN, on va vous donner la dénomination commune. Donc, la dénomination commune, comment se distingue-t-elle du DIN? La dénomination commune va vous donner le type de molécule que le patient a reçu. Alors, si par exemple, le patient reçoit une statine, pour les différentes sortes de statines, par exemple la torvastatine, je vais avoir un code de dénomination commune bien précise, alors que le DIN, si par exemple la torvastatine avait telle dose ou telle autre dose ou telle autre dose, ça va générer des DIN différents. Mais si vous vous êtes intéressé juste par le type de molécule, je vous recommande de passer par le code de dénomination commune, c'est ce qu'on fait bien souvent, qui nous évite d'aller chercher toute la liste des DIN différents liés à un médicament donné. Donc, on vous donne aussi naturellement la forme, la teneur, donc la dose, la quantité, la durée, etc. Donc, à quoi ça ressemble? Ben, encore une fois, un même individu peut revenir naturellement sur plusieurs lignes parce qu'il a reçu différents médicaments. Vous allez retrouver des colonnes comme la date de service, justement le DIN. Le code de dénomination commune ici, pour pouvoir le comprendre, ben, encore une fois, vous avez un fichier Excel fourni par l'ISQ qui va vous dire pour chacun des numéros à quel type de médicament ça correspond. La forme, encore une fois, il faut aller dans le fichier Excel des formes, il faut aller dans le fichier Excel des doses. Donc, c'est sûr que la première fois qu'on travaille avec des données RAMQ, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de lecture. Mais après ça, quand vous allez arriver à votre deuxième ou votre troisième projet, vous aurez déjà cette expérience-là derrière la cravate. Question pour les services pharmaceutiques? Non? Parfait. Donc, les séjours hospitaliers, c'est toujours un peu le même principe. Dans le devis, on va vous présenter dans quel nom de fichier SAS se trouvent les variables, les différentes variables qu'on retrouve dans le fichier des séjours hospitaliers. En général, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la date d'admission, la date de départ. Donc, si on regarde de ce côté-ci, donc j'ai ma date d'admission, date de départ. Là, j'ai coupé plusieurs variables, mais on a des variables. Est-ce que c'était une arrivée aux urgences? De quel endroit provenait l'individu? Par exemple, si on travaille chez les gens âgés, est-ce que la personne provenait de son domicile au moment de son hospitalisation ou elle provenait d'un CHSLD ou d'un centre personnes âgées ou est-ce qu'elle provenait d'un autre hôpital et ça a été un transfert? On va aussi vous donner le code au moment où la personne a son congé, son code de destination. Est-ce qu'elle retourne chez elle ou est-ce qu'elle s'en va dans un CHSLD ou dans un autre hôpital? Donc, il y a une série d'informations comme ça qu'on vous donne dans le fichier de séjour hospitalier. Donc, tout ce qui est séjour hospitalier, c'est plusieurs fichiers. Ici, ça, c'est le fichier principal, date de départ, date d'admission, etc. Mais on peut être intéressé ou de savoir quels sont les diagnostics faits pendant un séjour hospitalier. Donc, ça, c'est un fichier qui est séparé parce que, naturellement, là, on peut avoir plus d'une hospitalisation par individu, mais pour chaque hospitalisation donnée, vous pouvez avoir un ou plusieurs diagnostics. Donc, il y a une gymnastique à faire au niveau de la codification les premières fois. Encore une fois, quand vous l'aurez fait à quelques reprises, ça va devenir plus aisé pour vous. Donc, dans le fichier des séjours hospitaliers diagnostiques, on va vous donner, par exemple, le type de diagnostic. Est-ce que c'est la ligne qui contient le diagnostic, est-ce que c'est le diagnostic d'admission, de décès? Est-ce que c'est le diagnostic principal pour l'hospitalisation ou un diagnostic secondaire? Et des diagnostics secondaires, moi, je pensais que c'était limité à 25 diagnostics. Dans un projet que j'ai eu récemment, il y a un patient pour lequel j'en avais, je pense, 34. Donc, on n'en manque pas. Mais pour chaque hospitalisation donnée, le diagnostic que vous allez toujours avoir de façon automatique, c'est le diagnostic principal. On a peu souvent le diagnostic à l'admission, peu souvent le diagnostic d'essai. Quelquefois, on va vous donner un ou plusieurs diagnostics secondaires, mais si vous voulez être sûr de travailler avec un diagnostic qui est toujours présent, peu importe l'hospitalisation, c'est le diagnostic principal. Donc, encore une fois, si je regarde
dans mon fichier d'hospitalisation, pour mon individu numéro 1 ici, je vais avoir son numéro d'hospitalisation. Et là, je vois que sur les 4 premières lignes, c'est toujours le même numéro d'hospitalisation, mais que pour mon individu numéro 1, il a d'abord eu son diagnostic principal et les trois autres lignes vont contenir des diagnostics secondaires. Et donc, on va vous donner ici le diagnostic précis, ici qui est en format ICD-10. Si vous remontez dans vos analyses avant le 1er avril 2006, comme on disait tantôt, ça va être des codes ICD-9. Et ici, dans cette colonne-là, on va vous avertir. Actuellement, la valeur 1 indique que ça veut dire que c'est du ICD-10. Mais si jamais vous aviez du ICD-9, il y a une autre valeur qui apparaît ici. Et vous allez comprendre à ce moment-là que c'est du ICD-9. Donc, ici, par exemple, notre patient numéro 2, lui, n'a eu qu'un seul diagnostic, qui est le diagnostic principal pour son numéro d'hospitalisation. Donc, vous pouvez avoir de façon automatique à chaque fois un diagnostic principal et de temps en temps un diagnostic secondaire. Ah, je fais un petit aparté ici parce que ce n'est pas écrit nulle part, mais ça m'a été fourni comme information par quelqu'un à l'RMQ il y a une quinzaine d'années. Malheureusement, beaucoup de gens ont pensé que dans les diagnostics secondaires, on vous donne un numéro associé à chaque diagnostic secondaire et beaucoup de gens ont pensé que ce numéro-là suivait un ordre chronologique dans le temps. Et donc, le numéro 1, c'était le premier diagnostic secondaire fait pendant l'hospitalisation. Malheureusement, on voudrait que ça soit comme ça, mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Ce numéro-là est donné de façon aléatoire à chacun des diagnostics secondaires, ou si ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas chronologique, c'est un numéro maison fait par la RAMQ. Donc, malheureusement, j'ai déjà vu des gens qui avaient même publié des résultats où ils avaient dit, ben, on a pris le premier diagnostic principal, on a pris le diagnostic principal, pardon, ou le premier diagnostic secondaire. Malheureusement, avec les données actuelles de RAMQ, il n'y a pas de premier diagnostic secondaire, ils sont tous mélangés. Donc, je ferme mon aparté pour les diagnostics ici. Est-ce qu'on avait des... J'ai une question encore. Oui. C'est super pertinent tout ce que tu dis déjà là, mais pour bien cerner cette affaire de diagnostic secondaire, je comprends pas exactement ce que c'est. Fait que moi, je m'amène tant que patient à l'hôpital, je me donne un diagnostic pour mon problème, et puis si j'ai d'autres problèmes, ce sera un diagnostic secondaire ou c'est ça l'affaire? Alors là, ça pour moi, ça demeure un mystère. Il faudrait que je parle avec les gens qui font la codification à l'hôpital d'une hospitalisation, parce que ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'il se peut qu'au départ, on admette le patient parce qu'on pensait qu'il souffrait de tels troubles, et suite à des examens IRM ou autre chose, finalement, on s'aperçoit que ce n'était pas le bon diagnostic, c'est plutôt un autre diagnostic qui devient le diagnostic principal. Donc, il y a un moment donné, il va être déterminé pendant l'hospitalisation, c'est quoi finalement le vrai diagnostic principal. Et le premier diagnostic va peut-être devenir un diagnostic secondaire finalement. OK, je comprends. Fait que si moi je tombe dans les pommes, par exemple, et ils se font une série de tests, au bout d'un moment, ils vont essayer de cibler ce qui est principalement mon problème, ce qui devient le diagnostic principal. Et puis, s'ils repèrent d'autres problèmes chez moi, ils vont le mettre là. Je peux peut-être préciser, c'est Mike qui parle. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Mike. En fait, je vais peut-être juste donner un exemple. Okay? Fait, il y a un enfant, tu rentres parce que tu as mal au ventre. Ça, c'est ton diagnostic d'admission. Au courant de ton hospitalisation, on découvre que c'est finalement une appendicite. Fait que ça devient ton diagnostic principal. Mais ça donne que tu es aussi connu pour un trouble du déficit de l'attention puis de l'hypertension. Fait que ça va être des diagnostics secondaires. D'accord. Fait que supposons qu'une personne a 15 diagnostics parce qu'il y a de l'hypertension, du diabète, la maladie cœliaque, mais que dans le fond, il est rentré pour migraine. Son diagnostic principal, c'est migraine, mais tout le reste, toutes les comorbidités, si le médecin a pensé à les mettre, là, ça devient tous des diagnostics secondaires. Fait que c'est ça comme la nuance. Et donc, du coup, par exemple, si je m'intéressais à les déficits d'attention, il y a quelqu'un qui est là pour une appendicite, ce sera quand même pertinent que je prenne en compte ce diagnostic secondaire.
Oui. dans ton exemple. OK. Ben, si le médecin l'a écrit, c'est sûr que ça... Tu sais, c'est... le peut-être petit biais, c'est qu'il faut que le médecin l'ait écrit puis que ça apparaisse quelque part dans le dossier médical. Si jamais, des fois, le médecin oublie de l'écrire, des fois, l'archiviste médical peut le rajouter si jamais ça apparaissait à 8 endroits dans le dossier médical, mais c'est sûr que c'est peut-être pas la façon la plus fiable d'identifier le déficit d'attention avec hyperactivité. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Pour compléter, Tania, c'est que en général, les gens au départ ne vont pas regarder la colonne principale secondaire. S'ils étudient, par exemple, une maladie donnée, ils vont vraiment regarder l'ensemble des diagnostics. Ensuite, peut-être en analyse secondaire, ils vont essayer de voir est-ce qu'en général, c'est un diagnostic principal ou c'est un diagnostic secondaire, si c'est pertinent pour leur projet. J'ai toutefois déjà eu des situations où on ne voulait que le diagnostic principal parce qu'une maladie donnée, quand c'était donné en diagnostic secondaire, il n'y avait pas la gravité nécessaire pour déclarer que le patient a vraiment ce type de problématique-là. Donc, il y a des situations, c'est vraiment au cas par cas selon le projet que l'on a. Puis au niveau, pour ajouter du diagnostic d'admission, on l'a assez rarement dans Medeco, même si on s'entend que quand le patient, on déclare qu'il est hospitalisé, il y a un diagnostic fait à l'admission, mais on le retrouve en généralement pas présent dans la banque de données. Est-ce qu'il est transformé en diagnostic secondaire? Ça, je ne connais pas de projets qui ont analysé à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, moi, j'ai une question. C'est une intermédiatrice. Moi, je suis intensiviste pédiatrique. Et donc, moi, j'ai une question sur les séjours, puis peut-être que vous allez l'adresser plus tard. Mais de ce que je comprends, dans Medeco, on est aussi capable d'identifier des patients dans des unités spécifiques. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est des patients qui sont aux soins intensifs. Et donc, est-ce que je suis capable de bien identifier admission soins intensifs, congé soins intensifs, puis ensuite congé hospitalier? Donc, c'est-à-dire que mon patient, il a été à l'étage. Puis, donc, dans les unités, en fait, d'hospitalisation. Donc, il y a des diagnostics qui vont être associés aux soins intensifs potentiellement. Donc, je voulais savoir si c'était clair dans Medeco où le patient se promène. On a le fichier pour les soins intensifs. Pour les autres types d'unités, malheureusement, à ma connaissance, on ne l'a pas. Mais pour les soins intensifs... Moi, j'ai juste besoin des soins intensifs. Ah, ben là, les autres ne m'intéressent pas. Et on a la durée de jours aux soins intensifs. Donc, on a la date d'admission puis la date de congé total au complet de l'hospitalisation. Et si, par exemple, le patient a fait 2 séjours aux soins intensifs pendant une hospitalisation d'un mois, on va avoir 2 lignes dans le fichier des séjours des soins intensifs, chacune associée avec le bon code d'hospitalisation. Donc, pour l'hospitalisation numéro 1 de ce patient-là, on a nos 2 lignes avec la durée. Donc, oui, on a ça. Parfait. Puis si donc, le patient, mettons, je ne sais pas, du 1er au 3 janvier, il est aux soins intensifs, puis là, la durée du séjour hospitalier finit, je ne sais pas, le 8. J'assume qu'entre le 3 et le 8, il est parti à l'étage parce qu'il est encore à l'hôpital. Oui, là, ce que je suis moins sûr, puis j'ai malheureusement pas l'information devant moi, mais peut-être quelqu'un aurait l'information parmi nous, c'est j'ai la durée de séjour aux soins intensifs. Je ne suis pas sûr si j'ai la date d'admission et de départ des soins intensifs dans le fichier de séjour soins intensifs. Je sais que j'ai la durée, mais je ne suis pas sûr si j'ai, par exemple, 1er janvier au 3 janvier aux soins intensifs. Je comprends. Mais si la durée séjour soins intensifs est plus courte que la durée hospitalière, on a toujours, on n'a pas le choix. Parfait, si le patient est hospitalisé pendant un mois, puis pendant ce mois-là, il fait 5 jours aux soins intensifs, je ne saurais pas, je ne pense pas qu'on ait le moment, à quel moment pendant le mois il a fait le 5 jours aux soins intensifs. OK, merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour les hospices? Non? Alors, pour en venir à la demande, justement, dont nous parlait Sylvana tantôt, alors, on a inspecté nos fichiers, on a regardé à quoi ils ressemblent, on a fait nos petites validations maison, on s'est assuré que ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on avait demandé, qu'il n'y a pas de valeur aberrante.
on est enfin prêt à commencer à manipuler la bête, donc essayer de créer différents types de variables à partir de ces fameuses données-là. Je voulais juste m'assurer. Je m'excuse, j'ai pris des petites notes. Là, je vais être sûr de ne pas rien manquer. Non, c'est bon. Parfait. Bon, un autre avertissement, là, je suis désolé de ces avertissements, mais je veux être sûr que les gens ne se servent pas de ce que j'ai fait pour leur propre projet, dans le sens que les exemples qui suivent dans cette section présentent des choix de code, par exemple, la spécialité de médecin, le type d'établissement, le secteur d'activité. Ça sert uniquement à des fins pédagogiques pour cet exposé. Donc, il revient à chaque usager, analyste, statisticien, de faire sa propre sélection et validation de code avant de procéder à ces analyses. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer du code SAS. Le code SAS, si vous l'exécutez, il ne devrait pas avoir d'erreur, il va fonctionner, mais quand j'ai utilisé des codes pour identifier que c'est un tel type de spécialiste ou tel type d'endroit à l'urgence ou autre chose, je vous dirais, ne vous fiez pas à ce que vous allez voir dans ces exemples-là. Validez le tout de votre côté. Donc, c'est un petit avertissement de ne pas prendre ça tout cuit dans le bec ou pour du cash pour vos analyses. Bon, on a vu dans la section 3 précédente que plusieurs fichiers de données médico-administratives contiennent plusieurs lignes pour un même individu. Donc, on peut donc faire la fusion, concaténation des différents fichiers de données médico-administratives en une seule grande banque de données. Combien de fois on m'a demandé ça dans ma pratique? Marc, on a reçu nos données. Peux-tu nous faire une grande banque là, qui aurait tout, là, services médicaux? Non, c'est pas possible, vous le devinez bien, parce que quelqu'un avec les médicaments sur une période de 10 ans qui revient sur un peu plus de 1000 lignes, je ne peux pas fusionner ça avec ses services médicaux, ses hospitalisations, avec les diagnostics. Donc, c'est impossible. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est à ramener tout ça à, en général, un fichier avec une ligne par individu. Donc, comment on peut faire ça? Bien, pour débuter la création d'un éventuel fichier regroupant l'ensemble des variables désirées et où chaque individu apparaîtrait seulement sur une ligne, on pourrait par exemple choisir de sélectionner au départ les variables du fichier FIPA. Donc, pour la plupart des projets, ce fichier-là, en général, contient une seule ligne par individu. Donc, vous vous souvenez que le fichier FIPA, on avait la date de naissance, le sexe, la date de décès. Des fois, au lieu de la date de naissance, on va vous donner l'âge. Et en général, on a une ligne par individu. Donc, on pourrait dire, je vais partir de ce fichier-là, puis je vais lui ajouter des colonnes. Donc, si moi, j'ai besoin d'une colonne sur l'indice de défavorisation, une colonne où j'ai calculé le nombre de visites à l'urgence, je vais lui ajouter au fur et à mesure jusqu'à temps que j'obtienne mon fichier final qui va être une ligne par individu puis qui va contenir l'ensemble des variables qui étaient prévues dans mon plan d'analyse. Donc, on peut partir du fichier FIPA, mais un autre exemple de fichier qui pourrait servir de point de départ serait par exemple une enquête de l'ISQ ou de Statistique Canada ou peu importe. Donc, par exemple, si vous êtes parti d'une enquête faite à l'ISQ et que pour cette enquête-là, pour laquelle les gens ont répondu à différents types de questions, vous avez demandé qu'on y associe les banques de données administratives, bien, vous pourriez partir de l'enquête avec une ligne par individu qui a ses réponses et y ajouter au fur et à mesure des nouvelles colonnes qui vont contenir les variables nécessaires à votre plan d'analyse. Donc, si dans le cadre de notre exercice ici, on part avec le FIPA, donc, comme on disait tantôt, le but en partant, ce serait d'ajouter nos nouvelles colonnes dans ce fichier-là qui contient finalement une ligne par individu. Donc, si comme premier exemple, on voulait calculer le nombre d'hospitalisations dans les 5 ans précédant une date index. Donc, je reviens à mon fichier FIPA, puis là, ce que j'ai fait ici, pour l'exemple, c'est que j'ai ajouté une colonne de date index. Donc, en général, dans chacun de vos projets, il y a une espèce de date d'entrée dans l'étude, de date index ou de date de diagnostic d'intervention à partir de laquelle vous allez mesurer des variables un petit peu avant et éventuellement des variables un petit peu après au niveau du suivi. Donc, ici, par exemple, pour mon patient numéro 1, sa date index, c'est le 1er décembre 2020. Donc,
ce fichier-là, dans lequel j'ai ajouté ma colonne date index, pour le moment, je l'appelle pré-cohorte V1. Donc, pourquoi pré-cohorte V1? C'est que moi, dans ma façon de programmer, en général, je vais obtenir à la fin un fichier cohorte, mais tant que je le construis, ça va être la pré-cohorte, puis il va y avoir la version 1, la version 2, la version 3, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je vais avoir une version qui va avoir toutes les colonnes dont j'ai besoin pour mon plan d'analyse. Alors, j'ai aussi, pour calculer mon nombre d'hospitalisations dans les 5 ans précédant la date index, j'ai naturellement besoin de mon fichier des hospitalisations, donc mon fichier de Medeco qu'on avait vu tantôt en exemple 3.6 dans la section 3.3. Je vois que pour mon individu numéro 1, j'ai 2 hospitalisations différentes, numéro 1, numéro 2, associées à cet individu-là, et dont les dates d'admission se situent au 1er janvier 2016 et au 17 novembre 2020. Donc, à partir des fichiers pré-cohorte V1 et le fichier des hospitalisations, la première étape est de créer un fichier qui va ajouter la date index à chacune des hospitalisations. Donc, si je reprends mon fichier des hospitalisations tantôt, ce que je viens de lui ajouter, c'est la colonne de date index ici. Donc, ça peut être une première façon de procéder dans l'étape de calculer les hospitalisations qui précèdent les 5 années. Et là, ce nouveau fichier-là, bon, je l'ai appelé ME séjour index. Ça m'indique que dans mon code à moi, pour m'y retrouver, que j'ai ajouté la date index au fichier des séjours hospitalisés. Pour créer, je m'excuse, je reviens un petit peu là, pour créer un fichier qui ajoute la date index, à chaque fois que j'ai un individu qui a le même numéro ou qui a un numéro différent, je veux lui ajouter la date index. Si je veux le faire en SAS, donc pardonnez-moi pour ceux qui n'utilisent pas SAS, je vais y aller rapidement, mais il y a une procédure qui s'appelle la procédure SQL, dans laquelle je vais créer, et là j'écris le nom du fichier que je vais créer. Je vais le créer à partir du fichier des hospitalisations et du fichier pré-cohorte qui contient ma date index. Et à ce moment-là, en partant de ces fichiers-là, je vais demander que le numéro d'individu de mes hospitalisations soit le même que celui dans pré-cohorte qui contient la date index. Donc, si vous ne faites pas ça, n'essayez pas de comprendre ça ici, mais ce que je vous dis, c'est que quand vous allez exécuter ça, si je reviens à la diapo précédente, ça va vous ajouter la date index. Donc, s'il y avait dans votre fichier d'hospitalisation 1000 lignes, le nouveau fichier va encore contenir 1000 lignes, mais il va avoir ajouté la colonne date index à la suite des variables des hospitalisations. Une fois que c'est dit, chaque individu dans le fichier doit être vu comme un bloc de lignes. Le but est de parcourir chacun des blocs pour faire le compte des hospitalisations. Donc, qu'est-ce que je veux dire par bloc de lignes? C'est par exemple, ici, mon individu numéro 1, il forme finalement un bloc de 2 lignes. Et c'est en divisant en blocs comme ça qu'avec SAS, je vais pouvoir aller faire un compte pour l'individu numéro 1, combien de lignes dans son bloc à lui. Il a la condition qui répond à une hospit dans les 5 ans qui précèdent la date index. Quand j'aurai terminé le bloc de l'individu numéro 1, donc parcouru toutes ces lignes, je pourrai passer à l'individu suivant et ainsi de suite pour ne garder à la fin qu'une seule information pour chacun des blocs, à savoir le nombre d'hospitalisations. Donc, par exemple, ici, pour l'individu numéro 1, il a eu une hospitalisation qui a débuté le 1er janvier 2016. Sa date index était le 1er décembre 2020. C'est donc dire que cette hospitalisation-là se situe dans les 5 ans précédant la date index. Donc, cela va compter dans mon nombre d'hospitalisations dans les 5 ans. Si je regarde la ligne numéro 2, cette fois-là, il a eu une hospitalisation qui a débuté le 17 novembre 2020. C'est juste avant le 1er décembre 2020. Donc, encore une fois, cette hospitalisation-là va compter pour mon individu numéro 1. J'ai ensuite mon individu numéro 2 qui, lui, a eu une seule hospitalisation, mais cette hospitalisation-là se situe dans les 5 ans précédant
sa date index. Donc là aussi, elle va compter au niveau du nombre de SPIT dans les 5 ans précédents de date index. Je passe rapidement, mais les autres individus ont des hospitalisations qui ne se situent pas dans les 5 ans précédant la date index. Le seul autre, c'est notre individu numéro 18. Donc, là, ce qu'on veut en arriver, c'est se développer une nouvelle variable que j'appelle nombre de SPIT 5 ans pré-index. Et cette variable-là va être un compteur, mais un compteur à l'intérieur d'un bloc patient. Donc, pour le bloc du patient numéro 1, le compteur va incrémenter au fur et à mesure qu'il va y avoir des hospitalisations répondant à la condition. Mais lorsqu'il va arriver à l'individu numéro 2, le compteur va être remis à 0. Et là, pour l'individu numéro 2, on va recompter pour lui combien d'hospitalisations correspond à notre condition, et ainsi de suite jusqu'à notre dernier patient. Donc, c'est un petit peu ça le défi, c'est comment le programmer dans notre langage favori d'analyse, de travailler dans des blocs et finalement de garder à la fin la dernière ligne de chacun des blocs qui va avoir la valeur finale qui nous intéresse. Donc, pour ce qu'on a vu à l'étape précédente qui était de faire le compteur, on retrouve ici la codification en SAS. Rapidement, très rapidement, ne faites pas de crise cardiaque, là, je vais juste faire une petite chose, c'est qu'en SAS, pour créer des fichiers, il y a une fonction qui s'appelle l'étape data. Et dans l'étape data, on peut stratifier en blocs à l'aide de la commande by, numéro d'individu. Ça indique à SAS, tu vas travailler à l'intérieur de chacun des blocs. Et donc, quand je vais faire une commande qui me dit est-ce que ma date d'admission est dans les 5 ans précédant la date index, à ce moment-là, je vais lui faire un incrément d'une hospitalisation, c'est-à-dire, OK, si ça répond à ma condition, tu vas ajouter la valeur plus 1. Mais ce qui est important, c'est que quand je commence un nouvel individu, donc en SAS, quand je fais la commande first.numéro_indiv, ça dit à SAS, lorsque tu arrives à un nouvel individu qui a son propre bloc de ligne, alors mon nombre d'hospitalisation au départ est de 0. Et donc, il va travailler à l'intérieur du bloc, il va regarder combien de fois la condition du 5 ans est remplie. À chaque fois, si la condition est remplie, il va lui ajouter un plus 1 dans l'incrémentation. Et à la fin, donc la dernière ligne de notre bloc d'individus va contenir la valeur finale. Et quand il va arriver à l'individu suivant, là, SAS va s'apercevoir que c'est un nouvel individu, donc il va réinitialiser à 0 le nombre de SPIT. Donc, c'est un peu comme ça qu'on travaille à l'intérieur de blocs. Donc, ici, finalement, pour l'individu numéro 1, la ligne qui nous intéresse, c'est sa dernière ligne, la ligne numéro 2. Donc là, comment je programme en SAS le fait de retenir la dernière ligne? C'est que ça revient à l'étape data qu'on a vue à la diapo précédente, mais ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais ajouter la commande if last.numéro_indiv. À ce moment-là, ça indique à SAS, quand tu arrives à la dernière ligne d'un individu, c'est celle-là que tu conserves dans l'étape data. Je ne veux pas des autres. Donc, les lignes précédentes pour un bloc d'individus vont avoir aidé à calculer au complet le nombre d'hospitalisations dans les 5 ans précédant la date index. Mais en bout de ligne, enlève-moi les lignes précédentes pour un individu donné et ne garde pour moi que la dernière ligne contenant la valeur finale du nombre d'hospitalisations dans les 5 ans précédant la date index. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que je ne vous ai pas trop perdu là, au fur et à mesure de ces étapes. Pas de questions. OK. Alors, je présume... En fait, Marc, j'en ai une, là, comme... Là, c'est certainement pas moi qui va programmer, mais tu sais, quand on fait des programmes de même, il y a toujours un risque d'erreur, là, qu'on a comme mal codé notre truc.
comment tu fais pour valider que finalement, tu as créé la bonne variable? Quand tantôt, j'imagine que tu n'as pas appliqué ce truc-là à ton modèle fictif parce qu'en fait, juste en regardant à l'œil, il y en a un qui manquait une hospitalisation. Oui. Mais tu sais, comme pratico-pratique, comment as-tu des conseils à donner Ah oui, pour tout à fait, valider? Oui, c'est un excellent point. J'avais justement noté pour le dire à la diapo suivante, mais je vais le dire tout de suite, là. Mais en fait, la diapo suivante, c'est que là, j'ai réussi mon coup, puis en faisant l'étape, ça ne gardait pour l'individu numéro 1 que sa dernière ligne, dont le nombre de SPID valait 2. Bon, alors, comment j'en suis arrivé à trouver ce type de code-là, puis justement à m'assurer qu'il est bon, c'est que quand on programme pour la première fois, en tout cas moi, la façon dont je procède avec les banques RAMQ, c'est que je vais m'ouvrir, par exemple, le fichier précohorte V1. Vous vous souvenez, c'est le fichier qui ne contenait pas le nombre de SPID, mais juste la date index. Je vais ouvrir simultanément le fichier des hospitalisations, donc le fichier de médicaux qui contiennent l'ensemble des hospitalisations. Ensuite, simultanément, je vais ouvrir ce fichier-là qui est le fichier de résultat final. Et là, à la main, pour quelques individus, là, je vais aller m'assurer, quand je prends l'individu numéro 1 dans le V1, puis que je vois sa date index, puis que je vais voir dans les hospitalisations combien de fois cela correspondait qu'il y avait eu une hospitalisation les 5 ans précédant la date index, est-ce qu'en bout de ligne, j'arrive à la valeur 2 que ma codification a obtenue? Et quand je le fais pour plusieurs individus que je valide, à ce moment-là, ça m'assure que ce que j'ai codifié, c'est ce que j'obtiens quand je le fais à la main. Donc, c'est ce qu'on appelle faire une trace en langage informatique, c'est-à-dire que je me prends des cas concrets. Je peux le faire avec les premiers individus, mais je peux aussi aller choisir des individus, par exemple, qui ont eu beaucoup d'hospitalisations, être sûr que mon compteur a toujours bien incrémenté puis a calculé exactement le bon nombre. Donc, moi, c'est toujours la façon dont j'ai procédé pour m'assurer que ce que j'ai pitonné donne à la fin le bon résultat. Parce qu'on peut programmer puis avoir aucune erreur dans le log du logiciel. Le logiciel nous calcule puis nous fournit notre variable, mais il ne faut jamais prendre ça pour du cash puis du tout cuit dans le bec. Il faut à toutes les fois aller ouvrir notre fichier de base, notre fichier qui contient, par exemple, les hospitalisations ici, mais ça pourrait être n'importe quel autre fichier qui nous a servi à faire notre compteur, et ensuite voir est-ce que j'arrive à mon fichier final au même nombre. Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est parfait. Merci. Moi aussi, j'ai une question. Par rapport à cette date index, en fait, dans son utilisation concrète, j'ai vu que c'était différent pour chaque individu dans ton exemple. Donc, si pour moi, je voulais savoir si j'ai des participants qui ont des âges différents et je veux savoir s'ils ont eu des hospitalisations entre leurs 0 et 5 ans, par exemple, ou quelque chose comme ça, ce sera à travers la création d'une variable index que j'irai là-dedans. Donc, si par exemple, tu veux déterminer le nombre d'hospitalisations qu'ont eu des gens entre l'âge de 0 et 5 ans? Oui, et les individus ont des années de naissance différentes. À ce moment-là, tu ne vas pas utiliser une date index, tu vas utiliser ta variable date de naissance. OK. Et là, il va y avoir encore une fois les plus petits ou égales, c'est-à-dire que tu vas demander que la date d'admission soit incluse entre date de naissance dans ta partie gauche et date de naissance plus 365,25 fois 5. OK. Et donc, d'un individu à l'autre qui n'ont pas nécessairement la même date de naissance, tout le monde va être égaux. Tout le monde va avoir le nombre d'hospitalisations sur les 5 ans. Et donc, dans l'exemple, le date index, il correspondait à quoi exactement? Ici, ça pourrait être, par exemple, la première fois qu'ils ont eu un diagnostic pour le diabète. OK, OK. Très bien. C'est bon. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. D'autres questions? Non? OK. Alors, on continue. Donc, la logique des étapes qu'on vient de voir de l'exemple 4.1 portait sur le nombre d'hospitalisations dans les 5 ans précédant la date index, mais peut être appliquée à des variables
d'autres variables créées pour les fins d'analyse. En effet, le principe du bloc de lignes par individu se répète, par exemple, avec les diagnostics lors des visites médicales, les médicaments dispensés, nombre de visites à l'urgence. Donc, la logique qu'on vient de voir en détail de l'exemple 4.1 peut être reprise avec les autres types de fichiers. On va en voir d'autres exemples ensemble. Quand on va regarder les autres exemples ensemble, vous ne verrez pas de nouveau des fichiers ouverts avec ligne par ligne pour chacun des individus. Je pense que, étant donné que vous allez en plus avoir accès à cette présentation-là, vous pourrez revenir à l'exemple 4.1. Je vais juste revenir sur un petit peu le code SAS. Quelles seraient les lignes additionnelles à ajouter? Et pour l'avoir fait à plusieurs reprises, je sais que vous utilisez, probablement plusieurs d'entre vous utilisez pas SAS, mais quand moi, par exemple, je programme en SAS, puis quelqu'un me fournit son programme en R ou dans un autre, j'arrive à comprendre la logique et à pouvoir l'appliquer dans mon logiciel. Donc, je présume que vous serez probablement capable, à partir des codes que j'ai fait, d'essayer de reproduire un peu la même logique dans le type de logiciel que vous utilisez. Donc, si on y va maintenant avec le nombre de visites chez un rhumatologue dans les 2 années, cette fois-là, suivant la date index. Donc là, je suis si on veut, dans la période de suivi. Bien, le ProcSQL, on avait vu tantôt les premières lignes de décrire, la façon d'écrire, pardon, les premières lignes. Mais dans ce cas-ci, ce qui changerait par rapport à ce qu'on a fait tantôt au niveau des hospitalisations, c'est que cette fois-là, on demande que la date de service soit incluse entre index et l'index plus les 2 années qui suivent. Donc, première étape. Et on peut aussi y ajouter le fait que ça soit fait dans une clinique médicale. Donc, vous, si vous êtes intéressé par les patients, pas qui ont vu un rhumatologue pendant une hospitalisation à l'hôpital, mais qui se sont déplacés et qui sont en clinique médicale, il y a des codes d'établissement ou des codes de secteur d'activité qui font référence exactement à des visites en clinique. Ici, j'en donne des exemples, mais comme je vous disais dans mon avertissement au départ, revalidez ces codes-là de votre côté avant de faire quoi que ce soit dans vos analyses. Donc, on peut choisir pour avoir des visites en clinique. Et finalement, la dernière condition, c'est qu'on veut que le patient ait vu un rhumatologue. Et à ce moment-là, si vous allez dans le fichier de service pharmaceutique et que vous allez dans le fichier Excel pour les spécialités des dispensateurs, vous allez trouver que le code 36, c'est celui qui correspond au rhumatologue. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non? Ensuite, ce qu'il faut faire, une fois que vous avez l'ensemble des visites que vous avez sélectionnées dans les services médicaux, c'est qu'il va falloir éliminer les doublons de date de visite. Alors ça, c'est un piège qui guette souvent les gens qui débutent avec les banques de données de l'RMQ au niveau des services médicaux. Un patient, dans les services médicaux, peut avoir 3 lignes avec un même médecin vu pendant une même journée, mais c'est des codes d'actes différents. Et vous, quand vous faites votre compteur, à moins que vous vouliez compter les codes d'actes différents, en général, c'est plutôt d'avoir le nombre de visites distinctes qu'un patient a pu avoir avec un rhumatologue, dans ce cas-ci, dans les 2 années suivant date index. Donc, à ce moment-là, avec SAS, une façon d'éliminer les doublons, c'est l'étape data ici. Donc, je vous fais grâce des explications et du détail de cette étape, mais c'est une façon de s'en débarrasser. Si vous travaillez naturellement dans un autre logiciel, il faut vous assurer que quand il y a des doublons de date avec un même rhumatologue, si c'est 2 rhumatologues différents une même journée, là, vous pouvez peut-être décider de les conserver, mais sinon, il faut vous assurer de les éliminer. Puis c'est ça, chaque logiciel a une façon propre un peu d'y arriver. Une fois qu'on a éliminé les doublons de date et qu'on a vraiment des dates de visite distinctes, là, à ce moment-là, on peut, dans une autre étape qui est une étape data avec SAS, faire encore une fois un compte. Et là, il y a la fameuse variable by nos numéros d'individus qui indique à SAS qu'on va travailler par bloc de numéros d'individus et que quand je suis au début d'un nouveau bloc, mon compteur de visite chez le rhumatologue, je le remets à 0. Et là, SAS va commencer à travailler dans un nouveau bloc et il va faire une incrémentation. À chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, il va ajouter une visite à l'individu.
Et on se souvient que la commande if-last à la fin permet de garder la dernière ligne qui va contenir la valeur finale du nombre de visites chez un rhumatologue faites pendant les 2 années suivant la date index. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Donc là, maintenant, on va voir comment on pourrait faire pour au moins une visite chez le pédiatre dans les 4 ans précédant la date index. Vous allez voir que c'est toujours un peu la même logique. Une fois qu'on a compris un peu comment travailler avec des blocs de lignes pour un même individu, on applique ça peu importe où on arrive. La première étape ici, que je trouve intéressante, c'est vous montrer comment on peut déterminer une visite chez un pédiatre. Ça pourrait sembler étrange de travailler avec le code DAC. Souvent, les gens vont se dire, ben, je vais aller avec le code de spécialité. Et dans les codes de spécialité, il y a pédiatre, oui. Mais on s'est aperçu, en travaillant avec différents pédiatres à McGill depuis une dizaine d'années, qu'il y a des fois qu'on loupait certaines visites chez des pédiatres en ne travaillant uniquement qu'avec le code de spécialité. Et il y a des fois aussi certains médecins qui sont pédiatres, mais en même temps qui ont une autre spécialité, puis que là, dans la RAMQ, on va d'abord les codifier par l'autre spécialité et non pas code pédiatre. Puis là, encore une fois, on manquait leur visite. Donc, dans ce cas-ci, on passait par des codes DAC qui sont attribués spécifiquement à des codes en pédiatrie. Donc, c'était juste pour vous donner une idée que quand vous commencez un projet, il faut vraiment essayer de lire le maximum de choses possibles sur d'autres études qui sont faites pour s'assurer est-ce que j'y vais directement selon ce que je pense ou il s'est déjà fait d'une façon différente le même type de recherche de code, mais en passant par d'autres voies. Une fois que j'ai sélectionné mon code de visite en pédiatrie, qui dans ce cas-ci est passé par des codes DAC, je reviens avec ma fonction SQL et cette fois-ci, je vais vraiment demander que les dates de services médicaux se situent dans les 4 années précédant la date index. Vous allez voir le fameux point 25. J'imagine que beaucoup d'entre vous savent pourquoi je fais ça. En fait, ça considère les années bissextiles. Donc, en général, il n'y a pas un crime de lèse-majesté si vous ne mettez pas le point 25. En général, les mathématiciens, statisticiens ont des petites obsessions. Donc, c'est notre obsession de vouloir être le plus précis possible. Donc, ça tient compte. Au bout de 4 ans, ça nous ajoute une journée de plus. Une fois que j'ai toutes mes visites chez le pédiatre dans les 4 ans qui précèdent la date index, là, je vais vouloir, parce qu'ici, je ne veux pas compter combien de visites, mais je veux avoir au moins une visite. À ce moment-là, je reprends une étape data, toujours avec ma commande by qui indique à ça ce que je veux travailler par bloc d'individus. Et cette fois-ci, la commande qui est nouvelle, c'est que je vais garder uniquement la première ligne. Parce que finalement, comme ce sont toutes des visites chez le pédiatre, dès qu'un individu est présent dans le fichier, bien, il a une visite chez le pédiatre nécessairement. Donc, si je ne garde que la première ligne où il apparaît et que je lui mets que la visite pédiatre en 4 ans pré-index égale 1, à ce moment-là, je vais avoir identifié que ce patient-là a une visite chez le pédiatre dans les 4 années précédant la date index. Ça me fait donc encore une fois, je me retrouve à la fin avec un fichier avec une ligne par individu. Et donc, ce fichier-là, je pourrais l'ajouter dans mon fichier pré-cohorte qui va être rendu à V4, V5, V6, etc. pour ajouter au fur et à mesure mes nouvelles colonnes qui vont me servir pour mes analyses. Exposition à différents types de médicaments dans les 3 mois précédant la date index. Alors ça, c'est naturellement les médicaments. C'est un fichier qui est très populaire, qui n'est pas toujours utilisé parce que, effectivement, avec la RAMQ, on a uniquement les gens assurés par leur EHPAD. Mais maintenant qu'on peut compléter avec la banque de données remèdes, il y a moyen d'y arriver. Alors, si on travaille avec les médicaments fournis par la RAMQ, la première étape, si je veux aller chercher tous les médicaments desservis pendant les 3 mois précédant la date index, c'est que dans mon SQL, cette fois-là, je vais demander que la date de service se situe dans les 91 jours précédents. J'ai un petit nota bene ici, c'est que dans cet exemple, on fait la supposition que tous les individus sont couverts par leur EHPAD, donc vous vous souvenez de l'admissibilité, pour les 3 mois précédant la date index. Donc, naturellement,
il faudra travailler dans votre code à vous assurer que pour chacun des individus, au niveau de sa date index, il est continuellement couvert, qu'il n'y a pas de trou finalement dans sa couverture pour les 3 mois précédant la date index. Dès qu'un patient aurait un trou dans sa couverture, à ce moment-là, malheureusement, ce patient-là devra être exclu de votre analyse parce qu'il va nous manquer de l'information au niveau de ses médicaments. Une fois que j'ai sélectionné toutes les molécules pour les 3 mois précédant la date index, dans mon exemple, j'ai voulu, par exemple, identifier les patients ayant été exposés aux antidiabétiques, aux AINS et à l'aspirine faible dose. Donc, à ce moment-là, au départ, encore une fois, j'ai ma commande BY qui dit à SAS, tu travailles par bloc d'individus. Quand tu es rendu un nouvel individu, donc si je suis à mon first numéro individu, alors fais les commandes suivantes. Les antidiabétiques, tu n'es pas exposé, ça vaut 0, les AINS non plus, et l'aspirine, le faible dose non plus. Ensuite, je ferme mon bloc et là, je suis prêt. Si ma dénomination commune fait partie, et là, vous allez voir, il y a une grande quantité, là, je suis chez les antidiabétiques, qui inclut autant les antidiabétiques oraux que les insulines. Donc, ça, il y a une grande quantité de dénominations communes. Et j'ose même pas imaginer ce que ça serait en termes de DIN. Si on voulait y mettre tous les DIN ici, ça serait, j'aurais pas pu faire la présentation avec cet exemple-là aujourd'hui. Mais si on ne travaille qu'avec les dénominations communes et que mon patient a reçu une des dénominations communes suivantes, alors, à ce moment-là, les antidiabétiques dans les 3 mois qui précèdent vont pouvoir prendre la valeur 1, qui représente la valeur oui pour moi. Si je regarde la suite de mon étape des data à la diapo suivante, si par ailleurs ma dénomination commune fait partie du sous-groupe suivant, à ce moment-là, c'est un sous-groupe qui sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. À ce moment-là, ma variable NSAID va prendre la valeur 1. Là, on arrive à quelque chose qui peut être intéressant, c'est identifier l'aspirine faible dose. Donc, j'ai déjà eu des projets où on me disait, Marc, l'aspirine faible dose, protection, maladie cardiovasculaire, c'est entre 80 mg et en bas de 650. C'est un exemple pour les adultes, mais c'était juste pour vous donner un petit peu une idée ici. Donc, dans ce cas-ci, la première étape, c'est d'identifier les dénominations communes qui sont associées à l'aspirine. Donc, j'en ai que 2. Donc, si j'ai une dénomination commune parmi ces deux-là, alors je dis à SAS, Dendou, fais les commandes suivantes d'un bloc qui terminera avec la commande N. Et là, pour calculer le daily dose, donc la dose moyenne quotidienne, je dois d'abord dériver la dose en milligrammes. Et comme la RAMQ ne me fournit que des codes de teneur, il a fallu que j'aille voir dans mon fichier Excel pour toutes les dénominations communes associées à l'aspirine, que représentait chacun des codes que j'obtenais. Et une fois que j'ai fait ça, là, j'ai créé une nouvelle variable qui représentait en milligrammes la dose associée à chacun des codes de teneur. Et une fois que c'est fait, là, je m'assure dans une commande que si la dose en milligrammes n'est pas absente, si la quantité n'est pas manquante, si la durée ne vaut pas 0, alors je peux calculer ma dose quotidienne en milligrammes, qui va être ma dose en milligrammes fois la quantité divisée par la durée. Une fois que j'ai ça, je dis à SAS, si la dose quotidienne que je viens de calculer se situe entre 80 et 650, à ce moment-là, oui, tu peux donner la valeur 1 à la variable aspirine faible dose. Et je termine mon étape data, comme vous vous souvenez, avec la commande iflas, qui va ne garder que la dernière ligne de chaque individu. Et la dernière ligne, il y aura les 3 variables de médicaments qui auront soit la valeur 0, soit la valeur 1, selon le type de médicament qu'aura reçu chacun des patients. Est-ce qu'on a des questions pour cet exemple? Non? Parfait. Visite à l'urgence pour consultation avec un néphrologue dans les 10 ans précédant la date index. Donc ici, je voulais donner un exemple où on travaille avec les services médicaux et non pas la banque BDCU. Pourquoi? C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que vous avez la banque BDCU pour vos analyses
que la banque de services médicaux ne pourrait pas être utilisée pour les visites à l'urgence. Il faut voir la BDCU comme un complément, mais vraiment, je dirais, très sophistiqué et avec beaucoup d'informations, des visites à l'urgence par rapport aux services médicaux avec un code de secteur d'activité ou encore de type d'établissement associé à l'urgence. Étant donné, et c'est la note de mon nota bene ici, que les banques BDCU ne sont disponibles à la RAMQ que depuis avril 2014, si je veux remonter à 10 ans, dans les 10 dernières années, naturellement, je remonte jusqu'en 2013, par exemple, en date d'aujourd'hui, je n'aurai pas toutes les données au niveau de la BDCU. À ce moment-là, rien n'est perdu. Je peux me tourner vers les services médicaux et, toujours à l'aide d'un PROC SQL, je m'assure que ma date de service, c'est dans les 10 ans précédant la date index. Cette fois-là, je vais demander aussi que le secteur d'activité ait un code associé à l'urgence. Donc, ces codes-là, si vous allez lire, vous allez probablement voir qu'ils sont associés à l'urgence, mais encore une fois, vérifiez vos codes. Il se peut que certains d'entre eux ne soient pas nécessairement bons ou qu'il en manque. C'est juste pour vous donner ici un exemple. Et le code, encore une fois, de spécialité pour un néphrologue, quand je suis allé voir dans mon fichier Excel, j'ai vu que c'était le code 34. Donc, à ce moment-là, je peux exécuter cette commande-là. Et dans une étape data, encore une fois en travaillant en bloc, ici, je ne fais pas un compteur du nombre de visites, mais je veux juste voir ceux qui sont allés au moins une fois. À ce moment-là, j'ai juste besoin de retenir une ligne et automatiquement, ils auront la valeur 1 parce qu'ils sont présents dans mon bloc de données de visite pour les 10 années. Donc, les quelques exemples présentés dans cette section 4 ont permis d'avoir un aperçu sur la façon de manipuler les banques médico-administratives pour la codification de variables relativement simples. La programmation d'algorithmes pouvant paraître plus complexes utilise bien souvent la même logique, c'est-à-dire des blocs de lignes par individu, que ce qu'on a vu finalement dans cette section-là. Donc, même quand vous arrivez avec des programmations d'indicateurs, d'algorithmes qui peuvent sembler vraiment beaucoup compliqués, quelque part, à travers la programmation d'un gros algorithme, il va y avoir ce type de bloc qui nous permet de séparer les individus. Puis c'est comme si on avait un scan de chacune des lignes dans chacun des blocs pour en arriver à déterminer les différentes composantes de notre algorithme ou de notre indicateur. Est-ce qu'on avait des questions pour la section 4 où là, vraiment, tout le monde fait dodo? Moi, j'ai peut-être une question. Oui. Oh, je m'entends tout le temps. Double. Ma question... Désolée, entendez-vous un écho? Non, pas pour moi en tout cas. Vous l'entendez? Non? Oui, c'est mieux, je pense, Nadia. M'entendez-vous? Moi, j'entends très bien. OK, parfait. Ma question, est-ce que si on faisait, par exemple, une régression type Cox, type time to presentation to hospital ou time to presentation to emerge, ça serait la même idée, je suppose. On aurait comme un index discharge date, puis ensuite, on ferait, je ne sais pas, dans les 3 mois, après, y a-t-il une visite, puis on calcule ensuite le time to de telle date à telle date, présentation à la première visite d'urgence, puis time to première visite à première hospitalisation. Ça serait le même. C'est la même logique. Donc, il y aurait une étape qui créerait toutes les visites que le patient a eues durant son suivi, par exemple pour une urgence. Et ensuite, on va trier ce fichier-là par numéro d'individu et aussi par date. Et en étape finale, on va regarder la première date qui va être la date la plus récente dans le temps. Et à ce moment-là, on peut après ça prendre la date la plus récente et l'amener dans notre fichier principal, qui est une ligne par individu. Et là, j'ai la date de la première visite durant le suivi. Parfait. Merci. D'autres questions?
il y a des fois ça me vient à l'idée, là, il y a des fois des projets pour lesquels il va y avoir plusieurs temps de suivi et que votre logiciel préféré d'analyse demande à ce qu'il y ait une ligne par temps de suivi pour faire le modèle mix ou Dieu sait quoi. À ce moment-là, pour chacun des temps, il pourrait y avoir des mesures précises de nombre de visites à l'urgence, puis nombre d'hospitalisations, etc. Mais ce qu'on a vu tantôt, c'est que j'ai fait un bloc par individu, puis là, on regardait les différentes lignes d'un même individu. Là, on pourrait, avec ça, comme avec d'autres logiciels, faire un bloc par individu par temps. Et là, à l'intérieur de ce temps-là, aller identifier toutes les visites faites à l'urgence ou toutes les hospitalisations, calculer, par exemple, dans les 3 mois précédant le temps 1 suivi et réappliquer la même chose pour les 3 mois précédents, le temps 2 suivi, etc., pour en arriver à la fin à avoir une ligne par temps de suivi, mais pour lesquelles on aura mesuré les variables. Donc, c'est vraiment la même logique, c'est juste qu'on a une boîte de plus qui est déjà incluse dans la première boîte. Ça convient, je serais rendu à la dernière diapo de cette présentation, dans la dernière section, pardon, qui va être très rapide. Donc, on va finir, puis après ça, je pourrai vous voir, puis s'il y a des questions, ça va me faire grand plaisir d'y répondre. Donc, quand on travaille avec les banques de données, et c'est là que j'ai, au début, dans les 2-3 premières années, j'ai travaillé dur sur l'histoire des biais. Il y a beaucoup de biais possibles avec des données médico-administratives. Et le patron qui m'a formé à ça, Dr. Jacques Laurier à l'époque, était un spécialiste et un amoureux des biais. Donc, et il ne me les expliquait pas. Il attendait que j'arrive avec des biais dans mes résultats. Il voulait que je concrètement le problème pour que je comprenne au mieux. Donc, j'ai été, je dirais, exposé de façon intensive les 2-3 premières années de ma pratique avec lui aux différents types de biais, mais ça m'a fait vraiment réaliser à quel point ces banques de données-là sont d'abord et avant tout conçues pour la facturation, l'administration, et vraiment pas pour la recherche. Et il y a beaucoup de pays dans le monde, et les autres provinces au Canada qui travaillent avec ce type de données-là médico-administratives qui font face aux mêmes biais. Il y a donc des associations, il y a des regroupements nationaux, internationaux qui tiennent congrès, qui tiennent des revues à chaque année sur comment faire face à ces biais-là, comment les contourner, comment les diminuer. On ne peut pas toujours malheureusement les éliminer. Donc, si j'avais une recommandation, c'est vraiment vous inviter à lire. Là, il y a des, comment dirais-je, des publications, je pense, qui les présentent de façon sommaire, parce qu'il y en a tellement qu'au départ, ce serait pas nécessairement, on ne va pas passer un livre de 800 pages sur chacun des biais, parce que ça peut être assez complexe, mais au moins avoir une idée, dire, ah, moi j'ai fait tel type d'analyse, j'ai vu dans un autre papier publié que je pourrais avoir tel type de biais. Si j'ai tel type de biais, ben, je vais aller me renseigner sur celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à la diapo suivante, je vous présente quelques types de biais, mais c'est une très courte liste ici. Mais on peut avoir ce qu'on appelle un biais d'indication, biais de référence, biais de prévalence, le biais protopathique, le biais de mauvaise classification, biais de détection, biais de temps immortel, biais de classification, non, je m'aperçois que je l'ai tué, non, ok, biais de sélection, biais de confusion, biais résiduel, etc. Il y en a beaucoup ici qui sont associés à la médication, mais il y a toutes sortes de types de biais. Donc, n'hésitez pas à aller lire avant d'arriver avec vos résultats finaux, parce que c'est facile de programmer, c'est facile d'arriver à nos résultats, mais il y a des pièges, il y a des trous un peu partout. Et les étudiants qu'on forme en pharmacoépidémiologie, pharmacoéconomie, c'est les premières choses auxquelles ils sont confrontés au départ, parce que c'est facile et rapide de pouvoir rouler certaines analyses. Le défi, c'est de détecter ou d'essayer de voir quels sont les biais qui peuvent être présents dans nos analyses. Donc ça pourrait faire l'objet aussi d'une autre présentation. Je ne suis pas un grand spécialiste de tous ces biais-là, mais il y aurait beaucoup à faire éventuellement pour une autre présentation avec ce type de biais-là. Bien, sur ce, chers amis, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, vous avez été bien sages
Et si vous avez des questions, ça va me faire grand plaisir. Et là, ce qui va me faire encore plus plaisir, c'est de vous voir. Donc là, je vais remettre, voilà, vos visages.